nouvelle prime et je profite de votre participation cet après-midi pour en redire un petit mot. C'est une prime que la ville de Marche vient de lancer qui vise à favoriser le développement de compost dans vos jardins. Donc, c'est une prime de 50 € qui vous permet d'acheter du matériel de compostage. Elle est juste conditionnée au fait que vous suiviez une petite formation donnée par la ville ou une entité assimilée en matière de compost pour vous donner les bases en la matière. Et je fais également référence à tout un projet qu'on souhaite mener en matière de potager et de verger partagés, parce qu'il nous tient aussi à cœur que les personnes qui n'ont pas un accès à la terre ou les personnes qui ont un accès à la terre mais qui souhaitent s'inscrire dans des dynamiques plus collectives puissent aussi travailler leur jardin au travers ces potagers et vergers partagés. Alors, si vous êtes ici cet après-midi, c'est que comme nous, vous partagez cet intérêt porté à l'environnement, à la nature, à la terre et au local. Et je trouve qu'en cette période toute particulière autour du Covid, cet intérêt et cet amour qu'on doit avoir pour notre environnement, il est d'autant plus présent et d'autant plus flagrant. Alors, cet après-midi, on est en visio. On va essayer que la conférence et le moment passé ensemble soit quand même convivial. On va essayer que ce ne soit pas trop long. Je vais céder la parole à Madame Valentine Antoine, qui est chargée de projet au niveau de la cellule environnement et qui a coordonné tout cet après-midi avec la coopérative Cyclanterre, que je remercie pour sa présence déjà par avance. Donc, Valentine Antoine, Sarah Rouidan, ça c'est l'équipe de la cellule environnement au niveau de la ville de Marche. Elles sont assistées administrativement par Sandra Corona, qui fait aussi partie des participants, et j'en profite pour lui faire un petit coucou. Et puis là, but not least, vous avez aussi parmi les participants notre directrice générale en personne, Madame Claude Merker, qui a rejoint la dynamique. Donc voilà, je vous souhaite un bel après-midi. J'espère que toutes ces informations qu'on va échanger seront fructueuses. Et puis, en cette veille de printemps, c'était vraiment une belle date choisie pour vous donner des trucs et astuces sur ces semences qui vont nous être chères et précieuses pour les mois à venir. À bientôt. Merci beaucoup, Valérie. Alors, avant de commencer la conférence, on va juste rappeler une ou l'autre petite chose. Pour ceux qui viennent d'arriver, qu'on vient d'admettre, veillez à bien couper vos micros. On vous avait annoncé une conférence interactive, mais comme Madame Léchevin l'a dit, il y a eu vraiment un super grand élan au niveau des participants. Donc, on a juste revu un tout petit peu le format, mais rassurez-vous, le contenu reste le même. Du coup, il y aura un petit peu moins d'interactivité que prévu. Vous aurez sans doute des questions tout au long de la conférence. On vous invite à les formuler par écrit. Vous avez l'espace discussion dans la plateforme. On notera les questions au fur et à mesure. Et après la conférence, il y aura un moment où on prendra les questions les plus pertinentes. On passera un peu tout ça en revue et Fanny, donc de Cyclanterre, répondra à vos questions. Je vous rappelle juste aussi que la conférence est enregistrée pour qu'on puisse la remettre en ligne par la suite. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des petites formalités. Du coup, je vais inviter Fanny à prendre la parole. Alors, je suis bien là et je cherche à projeter mon PowerPoint. Ouais. Sarah, tu peux enlever. Merci. Alors, écran partagé. Voilà, vous le voyez bien? Oui, très bien. Nickel. Donc, bonjour, je suis Fanny Lebrun de Cyclanterre. J'ai fondé la coopérative en 2014, l'activité en 2014, et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui la conférence. C'est ma toute première vidéoconférence. Donc, j'espère que ça répondra à vos attentes. N'hésitez pas à envoyer des commentaires s'il y a quoi que ce soit et on réagira pour améliorer ça. Alors, je vais vous présenter, j'essaie de passer, voilà.
Donc, le contenu de la conférence, je vais vous présenter Cyclanter en 10 minutes, rapidement. Et puis, je vais vous expliquer comment produire ces semences pour des débutants quand on a un potager. En une demi-heure plus ou moins, et puis il y a 20 minutes de questions-réponses. Je vais essayer de respecter les délais. Au départ, on voulait quelque chose d'interactif, mais si je prends les questions en même temps que la conférence, je ne vois pas comment je vais arriver à bien respecter pour ne pas que ce soit trop long. Donc, n'hésitez surtout pas à noter vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir après. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, Sarah regarde les questions et elle me coupera d'elle-même, je pense. Oui, donc moi je suis vraiment là pour l'aspect discussion dans le chat. Vous n'hésitez pas à noter. Je transfère à Fanny si ça a besoin d'être transféré sur le moment et sinon je compile pour la fin. Voilà. Merci. Alors, ça ne passe pas. Voilà. Alors, Cyclanter est une coopérative semencière. Donc, l'objectif de cette coopérative, c'est l'autonomie alimentaire via la production de semences. Donc, on multiplie des semences de légumes aromatiques et de quelques fleurs aussi à Buzyn, sur la commune d'Avlanges, et via des multiplicateurs dans toute la Belgique. Il y a eu 6 multiplicateurs en 2020 qui ont produit pour Cyclanter, et il y en aura plus ou moins 13 cette année. On est en train de finaliser les contrats. Donc, c'est un gros travail qui est en évolution. Alors, Cyclanter a été créé en 2014. J'avais vraiment envie de produire des semences et je trouvais que c'était indispensable pour l'autonomie alimentaire en Belgique. Il n'y avait quasi pas de production de semences à cette époque-là, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et je trouvais ça un peu grave, en fait, parce que tous nos légumes viennent de semences qui viennent d'ailleurs. Or, il y a plein de nouveaux maraîchers, on relocalise beaucoup, mais au niveau des semences, il n'y avait rien du tout. Et donc, j'ai commencé ça à Modave sur 40 arts, c'était plutôt petit. Et en 2016, j'ai eu la chance de rencontrer 2 personnes qui ont voulu investir dans la coopérative, créer une coopérative. Et on a pu, grâce à ça, engager une équipe. On était 3 au début et cultiver sur 1 hectare. Maintenant, en 2021, on est 9 personnes, on est une belle équipe sur 2,5 hectares, toujours à Avlanges. 40% des sachets qu'on vend ont été produits chez nous. Le reste vient d'achat-vente avec des semenciers qu'on connaît très bien, qui font une super qualité. Et comme on est une coopérative, on a des coopérateurs. Et on est 224 coopérateurs aujourd'hui. Donc, en fait, il y avait un appel à coopérateurs permanent. Tout citoyen qui le souhaitait pouvait prendre des parts. On vient de l'arrêter, de le mettre en pause parce qu'on a atteint les objectifs qu'on voulait atteindre et on est en train de réétudier le plan financier pour construire un bâtiment et on verra si on relance l'appel à coopérateurs ou pas. Donc voilà, on est toute une équipe. Là, sur la photo, vous voyez Emmanuel et Bruno qui sont les 2 maraîchers. Vous voyez une partie de culture de radis. En plein champ et des tunnels en bas. C'est nos tunnels de production pour les tomates, les poivrons, les aubergines et tout ce qui va en tunnel. Alors, les activités de la coopérative, bien évidemment, c'est une activité principale, c'est la culture, du légume à la semence. Donc, on fait grandir des légumes. Comme vous voyez, il y a des carottes. Donc, on sème pour récolter des carottes. Mais on ne s'arrête pas là. On repique ces carottes. Les carottes sont bisannuelles, donc il faut 2 ans pour créer des semences de carottes. On récolte nos carottes en automne, on les garde et au printemps, on les remet dans la terre. Donc, on les repique. Elles grandissent à plus ou moins 1,50 m environ. Et vous voyez la photo du haut, c'est un bourgeon de fleurs de carottes. C'est super beau, les bourgeons de fleurs de carottes. Et ça donne les fleurs que vous voyez à droite de votre écran en blanc. On voit des fleurs comme ça, sauvages de cette famille-là, des familles des embellifères un peu partout au bord des routes. Il y a des carottes sauvages dans la nature, donc vous pouvez en voir. Il suffit de regarder ces fleurs. Là, il y a une petite boule noire au centre de la fleur. Ça, ce sont les fleurs de carottes. Et après les fleurs, c'est la photo du bas. Vous voyez les graines qui sont mûres, qui sont bien brunes, bien desséchées sur la plante. Et donc, l'activité de Cyclanter, c'est de récolter les graines pour
les vendre à des particuliers, à des maraîchers qui vont les ressemer et refaire des carottes. Alors, une fois qu'on a récolté nos semences, évidemment, il faut les nettoyer, les trier, pour qu'elles puissent être mises en sachet, conservées à long terme et en sachet. Et donc, vous voyez ici toute une série de méthodes qu'on a pour trier nos semences. On a une colonne à air qui trie les semences avec une aspiration. La deuxième machine, en partant de la gauche, c'est la grosse blanche. Là, c'est une trieuse avec des tamis qui vibrent et qui nettoient les semences. Et puis, celle où on voit un jet d'eau, c'est le nettoyage de semences de courge. Ça se fait à l'eau sur des tamis à nouveau. Et la photo tout à droite, c'est quand on extrait des semences de concombres. Dans les concombres, on a trouvé une astuce pour en faire beaucoup, parce qu'évidemment, on doit produire beaucoup de semences. On met une cuillère à soupe dans une visseuse. On coupe les concombres en deux et en vissant, ça extrait les semences. On a beaucoup cherché pour trouver ça, on a bien rigolé. Alors, une autre activité qu'on fait, évidemment, c'est construire un catalogue. Donc, on a un catalogue de 165 variétés cette année, qui sont toutes des variétés qui sont bio, enfin produites en bio en tout cas, reproductibles. Donc, si vous voulez réutiliser ces variétés-là pour produire des semences, vous pouvez. Ce sont des variétés vraiment adaptées à ça. Donc, elles sont bio-reproductibles, elles sont aussi adaptées à notre climat. Donc, toutes les variétés qu'on vend sont des variétés qui fonctionnent bien en Belgique. Et dans ce catalogue dont il y a la photo, on a compulsé une mine d'informations pour vous permettre d'avoir les infos qu'il faut pour semer et récolter ces variétés-là. Il est disponible en ligne et en PDF sur notre site web. Donc, si vous ne savez pas comment semer un légume, une variété, vous pouvez toujours aller voir. Il y a plein d'infos adaptées à la Belgique, à nos saisons, etc. Alors, une fois qu'on a récolté nos semences et qu'on les a triées, on fait tous les ans, sur tous nos lots, des tests de germination. C'est-à-dire qu'on prend 100 graines, on les met dans une boîte de pétri dans les conditions idéales pour la germination. Donc, par exemple, pour des tomates, on va les mettre à 20 degrés. Ou pour des laitues d'hiver, on va les mettre au froid, par contre. Elles germent beaucoup mieux au froid. Donc, on les met dans les bonnes conditions et on compte le nombre de graines qui germent sur 100 graines. Si le résultat est bon, bah, c'est super, on en sache. Si le résultat n'est pas bon, on déstocke. Comme ça, on est sûr d'avoir une super qualité, parce que c'est super important pour nous de vendre des semences qui germent bien pour les jardiniers et pour les maraîchers, dont c'est le métier. Les maraîchers, s'ils sèment et qui ne récoltent rien de leur semis, c'est la catastrophe pour eux. Ils perdent énormément de temps. Donc voilà, il faut vraiment qu'on soit au top au niveau de la germination. Et donc ici, vous avez une photo de l'ensachage. Une fois que ça germe bien, on ensache. Alors avant, quand j'ai commencé, on ensachait avec des bénévoles. C'est la photo à gauche, c'est vraiment la toute première année. Il y a eu des dizaines de bénévoles qui sont venus aider et qui ont vraiment permis à l'activité de démarrer. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. J'étais toute seule tout partout et c'était vraiment beaucoup de boulot. Donc, grâce à tous ces gens qui sont venus aider, Cyclander a démarré. Sur la photo du centre, vous voyez l'île Mort qui était là pour ensacher sur une machine. Donc, maintenant, on a 2 machines pour ensacher les semences et c'était vraiment nécessaire parce qu'on ne veut pas travailler avec des bénévoles. On veut être une société rentable financièrement qui tient dans la longueur et qui fait vraiment un travail sérieux et dans la longueur. Et voilà, vous avez les sachets de semences à droite. Et donc, on vend aux jardiniers et aux maraîchers, donc pour les amateurs et les professionnels, via notre site de vente en ligne et via plus ou moins 200 revendeurs dans toute la Belgique. À Marche, il y a une jardinerie et j'ai oublié le nom juste maintenant et c'est vraiment dommage. J'ai un petit stress. Comment? Rinchard. Voilà, Rinchard. Merci beaucoup. C'est Rinchard, ils sont à Ciney et ils sont à Marche. Et ils ont un grand présentoir de nos semences.
Alors, on donne aussi, donc quand j'ai commencé l'activité, j'avais vraiment du mal à trouver des infos sur la production de semences, comment faire. On trouve beaucoup d'infos pour démarrer, mais on ne trouve pas pour faire ça vraiment de manière professionnelle. Et donc, une des activités de la coopérative, c'est de donner des formations aux stagiaires, aux écoles, aux jardiniers, aux maraîchers. Quand il y a de la demande, on est toujours très heureux de répondre à la demande. Et voilà pour les activités de la coopérative. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots comment récolter des semences. C'est vraiment les bases parce qu'on a, comme ça en visioconférence, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails très profonds, sinon je risque de vous perdre et de ne pas voir que je vous perds. Et donc, n'hésitez pas du tout à poser des questions si vous voulez aller plus loin ou s'il y a quelque chose que je dis que vous ne comprenez pas. Alors, voilà toutes les questions auxquelles j'espère répondre. Donc, voir est-ce que c'est compliqué de récolter ces semences? Où sont les graines? Sur une plante, comment est-ce qu'on les trouve sur n'importe quelle plante dans la nature? C'est quoi au fait une espèce et une variété? Si on veut multiplier ces graines soi-même, de quelle variété est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'on peut faire ça avec n'importe quelle variété? Et n'importe quelle plante, n'importe où? Ou voilà, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a une quantité minimale de plantes à semer pour multiplier? Quand est-ce qu'il faut semer? Il y a des dates bien précises. Alors, comment éviter les hybridations? C'est aussi important de savoir ça. Et puis, alors, quand récolter vos graines? Avec quel matériel? Et il y a un petit exemple, c'est les graines de tomates. Je peux vous parler d'autres types de graines après dans les questions-réponses si vous en avez. Alors, est-ce que c'est compliqué de produire des semences? Eh bien, en fait, ce n'est pas très compliqué parce que tous nos ancêtres l'ont fait sans formation, enfin bon, ils ont appris, ils ont reçu une formation de leurs parents et de leurs grands-parents, mais en gros, ils le faisaient avec des essais-erreurs. Et donc, vous pouvez tous produire vos semences sans souci. Il y a juste quelques règles à respecter qui sont très précises, même si elles sont simples. Il vaut mieux les connaître un petit peu pour pouvoir y arriver. Il y a des plantes plus faciles que d'autres. Donc voilà, il y en aura quelques exemples dans la conférence. Et bien sûr, ensemble, on est plus fort. Donc, je conseille vraiment de travailler en réseau pour multiplier des semences et de ne pas essayer de faire tout seul. Parce qu'en fait, quand vous allez faire des semences, vous allez récolter une grosse quantité de semences et vous allez avoir beaucoup trop pour vous. Donc, autant donner une partie de cette variété-là que vous aurez multipliée et travailler peut-être avec d'autres jardiniers qui vont aussi multiplier d'autres variétés. C'est nécessaire aussi parce qu'on ne peut pas, il faut éviter les hybridations et on ne peut pas produire avec une seule plante plein de semences. On va en reparler après. Donc, vraiment, c'est plus chouette de travailler ensemble, de jardiner ensemble pour produire des semences. Alors, la première chose, c'est où sont les graines? Par exemple, où sont les graines de panais, où sont les graines de choux, de carottes? Ben, on ne les voit pas en général. On ne sait pas si on ne s'est jamais posé la question ou si on n'a jamais vraiment cherché plus loin que ça. On ne trouve pas facilement des graines sur des légumes. Donc, je vous montre des légumes dans un frigo comme on est habitué à les voir. Mais en fait, tous ces légumes vont faire des fleurs et vont donner des graines. Ouais, tous, sans exception, dans les légumes, font des fleurs. Si vous repérez les fleurs, vous pourrez trouver les graines. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, qu'on ne voit pas toujours parce qu'on récolte le légume et qu'on le mange avant, le légume va grandir en taille, fleurir. Les fleurs peuvent être aussi très discrètes, c'est le cas des fleurs d'épinards. Donc, on a des fleurs vertes qui ne se repèrent pas très bien si on ne fait pas attention. Mais si on va regarder plus près, on peut détecter des fleurs, parfois toutes petites, parfois toutes vertes, parfois immenses et très belles et odorantes même. Et ces fleurs vont à un moment faner. Et si vous attendez assez longtemps, vous allez voir les graines. Mais il faut vraiment attendre longtemps après que la fleur est fanée pour laisser le temps à la plante de nourrir ces mini-graines qui vont grandir et donner vraiment des graines. Avec cette information-là, sur n'importe quelle plante qui donne des fleurs, vous pouvez trouver des graines. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à observer, à trouver. Vous pouvez récolter des graines sur toutes les plantes que vous trouvez si vous suivez ce principe-là. Alors, voilà des fleurs. On a
En haut à gauche, vous voyez des fleurs de poireaux qui sont en train d'être pollinisées par une abeille. Et vous voyez donc en haut à gauche du bourgeon, on voit plein de petites tiges qui sortent, ce sont les fleurs, vraiment. Mais sur le centre de la boule, vous voyez aussi des plus petites boules. Et ces petites boules-là, ce sont des mini-graines qui sont en train déjà de se développer. Donc sur la même inflorescence, vous pouvez trouver des graines, des fleurs et déjà quelques graines qui ne sont pas encore mûres. Il faut attendre pour qu'elles mûrissent. Au centre, vous voyez une grosse fleur, hyper facile à trouver, qui va donner des graines. En haut à droite, ce sont des inflorescences non, c'est vraiment des graines maintenant, de laitue. Donc, ce sont des laitues en graines. En bas à gauche, ce sont des radis. Vous avez aussi une aubergine. Donc, il y a eu une fleur qui a donné un fruit. Et dans le fruit, il y a les pépins qui sont les graines. Puis, il y a du maïs aussi. Le maïs, la fleur, c'est... donc, vous voyez les épis de maïs. Hein, et au-dessus, il y a les cheveux. Et ces cheveux-là sont une partie de la fleur qui est en train de faner et de donner son énergie. La plante va donner son énergie au maïs pour qu'il donne ses graines. Donc, les graines ici, c'est les grains de maïs. Et en bas à droite, vous avez une fleur de chicorée qui va donner aussi des graines. Donc, vous voyez toutes les petites boules vertes et un petit peu brunes autour. Ce sont des fleurs fanées qui donnent petit à petit des graines. Voilà des exemples de fleurs. Alors, évidemment, il y a une petite notion pour trouver les fleurs, c'est qu'il y a des plantes annuelles et des plantes bisannuelles. Les plantes annuelles, ce sont celles qui vont donner une fleur et une graine, du coup, l'année où vous allez les semer. Donc, c'est le cas des légumes fruits, les tomates, les aubergines, les poivrons et de beaucoup de légumes feuilles. Les laitues, la roquette, les épinards, la clétone de Cuba, voilà, ce sont toutes des plantes en général que quand vous allez les semer au printemps et que vous les laissez aller jusqu'au bout, ils vont donner des graines l'année même. Donc, ce sont des annuels. Mais il y a aussi des plantes bisannuelles comme les carottes, les panais, donc tous les légumes racines en général qui ont été sélectionnés pour être bisannuels par l'homme en général. Il y a aussi les choux et puis les légumes d'hiver qu'on peut aussi produire en bisannuel pour récolter des graines. C'est pour ça qu'on ne voit jamais les graines de carottes, de panais et pas souvent de choux non plus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une espèce? En fait, c'est super important de savoir ce que c'est une espèce pour pouvoir éviter les hybridations dont je vais vous parler juste un peu après. Ici, vous avez des bêtes et des betteraves. Est-ce que c'est la même espèce ou pas? Ben, en fait, ça n'a pas l'air du tout d'être la même espèce parce que ça ne se ressemble pas. Hein. D'un côté, on voit une boule, une betterave, et de l'autre côté, on voit des grosses tiges, des bêtes. En fait, c'est la même espèce. Il suffit de regarder le nom latin. Ici, c'est Beta vulgaris. Si vous tapez nom latin, betterave sur Internet, vous allez tout de suite le trouver. Et donc, grâce à ça, vous pouvez toujours trouver le nom de l'espèce de votre légume. Et c'est important parce que si vous essayez de multiplier des bêtes et des betteraves en même temps dans votre potager, ce sont deux plantes de la même espèce qui vont donc se multiplier entre elles. Et vous allez avoir la génération suivante une betterave, un truc qui ressemble un peu à chacun des deux, mais qui n'est aucun des deux, et qui ne va peut-être pas vous arranger beaucoup pour votre potager, pour manger. Parce qu'en fait, les bêtes, par exemple, ont été sélectionnées pour leur carde et on a retiré certaines substances via la sélection qui a été faite au fur et à mesure des milliers d'années de sélection. Donc, ces substances ont été retirées parce qu'elles ne sont pas tout à fait bonnes pour l'être humain, pour la digestion. Donc, dans les fans de betterave, par exemple, on peut en manger, c'est OK, mais ce n'est pas génial. Il ne faut pas en manger trop. Je pense que c'est de l'acide oxalique qu'il y a dedans. Et donc, du coup, si vous mélangez les deux, si vous reproduisez les deux ensemble, il va y avoir un résultat qui sera peut-être intéressant, mais il y aura de l'acide oxalique dans les tiges. Donc, ce n'est pas génial. Donc, autant savoir que c'est la même espèce, même si ça n'en a pas l'air. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une espèce? Si on définit ça avec le Larousse, c'est l'ensemble des individus
qui restent indéfiniment féconds entre eux. Donc, par exemple, une bête et une betterave vont indéfiniment donner une génération suivante si on les multiplie. Alors, ce que je vous explique là est essentiel parce que, oui, voilà un exemple. Ici, vous avez des courges. Et dans les courges, il y a les coloquintes. Et les coloquintes, elles sont toxiques. Elles vont tuer personne, mais elles peuvent rendre bien malades. Elles sont pas bonnes pour nous pour manger. Elles sont très décoratives et on en trouve partout. Et dans les courges, il y a 3 espèces principales qui sont multipliées, qui sont cultivées ici en Belgique. Il y a les Cucurbita pepo, les Cucurbita maxima et les Cucurbita moschata. Donc, vous avez quelques variétés ici. Par exemple, la courgette, le pâtisson, la courge sweet dumpling et les coloquintes font partie de la même espèce, c'est Cucurbita pepo. Cucurbita maxima, c'est une autre espèce, dont le potimarron, par exemple. Ce qui veut dire que c'est comme des chiens et des chats, ça ne va pas se reproduire entre eux. La courgette ne va jamais se multiplier avec un potimarron, par exemple. Mais les courgettes peuvent se multiplier avec les coloquintes. Et donc, si vous voulez multiplier des courgettes, il faut être sûr qu'il n'y a pas de coloquintes dans les environs parce que vous pouvez avoir alors une descendance avec donc, les graines que vous allez récolter. Si vous les semez, vous allez avoir un mélange entre des courgettes et des coloquintes qui peuvent vous rendre malade. Donc ça, c'est une chose essentielle à savoir qui est toute simple. Cherchez le nom latin et vérifiez quelles sont les variétés de la même espèce et voir un peu si vous pouvez ou pas éviter des hybridations. Donc, en résumé, pour le dire autrement, parce que parfois, ce n'est pas évident à comprendre, si vous avez peur des hybridations avec les coloquintes, il ne faut pas faire de Cucurbita pepo. Donc, quand vous avez une variété, si vous voulez la multiplier, regardez que ce n'est pas une variété de Cucurbita pepo si vous pensez que des voisins ont des coloquintes dans leur jardin. Par contre, si vous voulez faire du potimarron red curry, il n'y a aucun souci, il n'y aura jamais d'hybridation avec une coloquinte. Vous pouvez le multiplier, même s'il y a des coloquintes dans votre jardin, dans le jardin d'un voisin. Alors, il y a une distance que je répéterai après, mais si vous voulez éviter les hybridations entre les coloquintes et une autre variété de la même espèce, il faut 1 km de distance. Donc, c'est beaucoup. Si vous avez des voisins qui ont des potagers, il faut vraiment vérifier qu'il n'y a pas le jardin à 1 km de chez vous pour éviter une hybridation avec une coloquinte et faire des semences de courgettes. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à noter vos questions si ce n'est pas tout à fait clair. Alors, est-ce que vous pouvez faire des graines avec n'importe quelle variété? Eh bien, non. En fait, vous devez absolument partir de variétés population, variétés paysannes, variétés reproductibles. Il y a plein de synonymes qui veulent dire en fait des variétés qui ne sont pas des hybrides fins. Pourquoi? Eh bien, parce que les hybrides fins ne vont jamais donner la même chose que ce qu'elles sont. Donc, si vous prenez une hybride fin, alors il y a une première chose, c'est que les hybrides fins ne sont pas nécessairement stériles. Il y en a plein qui ne sont pas stériles. C'est une mauvaise information qui circule. Elles ne sont pas stériles, mais par contre, si vous les multipliez, vous allez obtenir un résultat qui n'a rien à voir avec la variété parentale. Donc, vous allez acheter par exemple des carottes hybrides fins. Vous allez les cultiver, récolter des carottes. Elles vont être très belles. Mais si vous faites des semences avec ces carottes, donc vous laissez aller en fleurs, vous récoltez des graines et vous ressemez ces graines, elles ne vont pas donner du tout les mêmes carottes que les premières que vous aviez. C'est la caractéristique vraiment des hybrides F1. Et donc, si vous voulez faire des semences, il faut toujours vérifier qu'il n'est pas marqué hybride F1 sur le sachet. Et parfois, c'est juste le nom de la variété avec F1 à côté. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez cultiver ça, mais pas faire des semences avec. Alors, dans Cyclanter, on ne s'occupe que de variétés reproductibles. Pourquoi? Parce que c'est ça. Bon, d'abord, c'est une technique. Il ne faut pas une technique trop élaborée pour les hybrides. Il faut une technique assez élaborée pour en faire. Mais surtout, ça nous permet d'avoir de l'autonomie et de permettre à tout un chacun de reproduire ses semences à partir de nos semences, ce qui est très important.
Après, les variétés qui sont reproductibles sont en fait vraiment adaptées aux conditions de culture des potagers des particuliers. Pourquoi? Parce que souvent, les hybrides F1 ont été sélectionnés pour le maraîchage, pour la production professionnelle. Et si on produit des haricots en maraîchage, on a envie de récolter tous ces haricots en une seule fois pour pouvoir vite mettre une autre culture et rentabiliser sa production. Donc souvent, les maraîchers aiment bien les hybrides F1 pour ça. Et les hybrides F1 ont été sélectionnés pour ça. Donc vraiment pour des conditions de culture professionnelles en maraîchage. Or, si vous avez une variété de haricots qui n'est pas hybride F1, généralement, elle n'a pas été sélectionnée pour ça. Et donc, vous allez avoir un étalement de la récolte. Vous allez pouvoir récolter des haricots sur 2, 3, 4 fois parfois sur votre plante. Et ça convient beaucoup mieux si vous avez une petite famille, si vous n'avez pas une famille de 15 personnes, je veux dire. Donc, vous récoltez petit à petit pour la famille et ça reste au potager. Ça mûrit progressivement. Alors, généralement aussi, les variétés reproductives sont plus goûteuses et plus riches parce que les hybrides F1 ont été sélectionnés spécialement pour le rendement, le calibre, etc., mais pas pour la qualité nutritive. Et donc, voilà, plus ou moins pourquoi on aime bien les variétés reproductives dans Cyclanter et pourquoi je vous conseille de favoriser celles-là au potager. Et donc, est-ce que vous pouvez reproduire n'importe quelle plante qui vient de n'importe où? Eh bien oui, tant que ce ne sont pas des hybrides F1, vous pouvez reproduire n'importe quelle plante et trouver des graines sur n'importe quelle plante, sur les fleurs sauvages, sur les légumes, sur les aromatiques, sur les fleurs non sauvages aussi. Voilà, il n'y a qu'à chercher la graine et la fleur et vous trouverez la graine. Donc, si vous voyez des belles fleurs quelque part le long d'une route, n'hésitez pas à attendre les graines et à les récolter. Il y a une petite info sur pourquoi des graines bio. Alors, les graines bio sont intéressantes à partir du moment où elles ont été récoltées plusieurs années consécutives sur des terrains bio. En tout cas, dans des conditions de culture biologique. Parce que alors, elles sont plus adaptées à des conditions naturelles, sans amendements, sans pesticides, etc. Quand on a des semences bio qui viennent d'une grande surface, par exemple, souvent, elles ont été produites en conventionnel, donc avec éventuellement des pesticides, etc. Et puis, grâce à des dérogations, la dernière année de culture a été cultivée en agriculture biologique. Mais donc, ces plantes sont habituées aux amendements, aux pesticides, et elles ne sont pas résistantes et habituées à vivre sans tout ça. Alors, quelle quantité de plantes est-ce qu'il faut pour produire des semences? En fait, c'est très important de garder un grand nombre de plantes pour assurer une grande diversité génétique. Si vous produisez des semences avec 2 plantes, donc 2 carottes par exemple, qui vont vous produire des graines, vous aurez bien assez de graines pour votre consommation personnelle, mais par contre, vous réduisez très 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 fort la diversité génétique et vous favorisez la dégénérescence des populations suivantes. C'est un exemple tout simple, c'est que quand on fait des enfants entre cousins et cousines ou entre frères et sœurs, il y a un plus grand risque de handicap dans la descendance. C'est normal, c'est parce que la nature a vraiment besoin de diversité génétique. Elle aime la diversité, la nature. Et donc, plus vous aurez de plantes porte-graines, plus vous aurez une population qui va être forte. Et si vous en avez assez, vous pouvez vraiment reproduire à l'infini vos plantes. Il n'y a pas de limite. Parfois, j'entends des retours qui me disent « Ah, mais moi, on m'a dit que si je reproduisais moi-même mes graines, je pouvais faire ça 1 fois ou 2, mais pas plus. » Si vous pouvez faire ça à l'infini, tant qu'il y a assez de porte-graines. Alors, on trouve plein d'infos différentes dans les livres sur le nombre de porte-graines nécessaires. Dans Cyclanter, il nous en faut 150, 200 pour être vraiment sûr, parce que nous, on est professionnels et qu'on ne peut vraiment pas se louper. À votre niveau, je pense qu'il faut faire des essais, se dire que vous partez de 15, 20 plantes peut-être et voir, ça devrait déjà être un bon départ. Si vous voulez le faire avec 5 plantes, vous pouvez. Et si à un moment donné, vous produisez des petits pois, par exemple,
Et puis, vous voyez qu'il y a de moins en moins, au fur et à mesure des générations, de moins en moins de récoltes de petits pois. C'est juste parce que c'était pas assez de prendre 5 plantes, il fallait en prendre 10 ou en prendre 15, et c'est pas très grave, vous en rachetez dans ce cas-là. Ou vous en rachetez un petit peu et vous remélangez les graines que vous avez avec les semences que vous avez achetées. Donc voilà, il faut juste être conscient de ça, que si vous partez de trop peu de plantes et qu'il y a des problèmes, c'est juste lié. D'où l'intérêt de travailler ensemble avec des autres jardiniers. Donc, vous faites, donc je retourne à ça. Donc, vous faites, par exemple, vous allez mettre de l'énergie à faire 15 laitues, vous allez avoir beaucoup trop de graines, mais quelqu'un d'autre va faire 15 carottes et il va avoir beaucoup trop de graines et vous échangez entre vous. C'est mieux que de faire 5 laitues, 5 carottes et 5 panais et que le voisin fasse la même chose. Alors, quand est-ce qu'il faut semer pour produire des semences? Eh bien, tout simplement, si vous produisez des bisannuelles, il faut semer le plus tard possible parce que vos plantes vont devoir passer l'hiver et qu'elles passent beaucoup mieux l'hiver quand elles sont petites. Par exemple, si vous regardez ce calendrier de semis ici, on dit qu'on peut semer entre mars et août. Eh bien, si vous voulez, et que si c'est une bisannuelle, donc disons que c'est une carotte ou un panais ou un chou, alors il est conseillé de semer au mois d'août parce que comme ça, vos plantes seront toutes petites pour passer l'hiver. Par contre, quand ce sont des annuelles, donc des plantes qui vont donner des graines l'année même où vous les avez semées, il faut semer le plus tôt possible dans la saison. Donc, quand vous regardez le calendrier de semis, si c'est celui-ci, par exemple, c'est en mars. Pourquoi? Eh bien, parce que votre plante va devoir donner un légume qui va fleurir et puis qui va donner des graines qui doivent maturer et puis dessécher avant que vous récoltiez. Et ça, tout ça, ça prend du temps. Or, il commence déjà à faire humide, frais, parfois même à geler au mois de septembre. Et donc, l'idéal, c'est vraiment de commencer le plus tôt possible pour laisser à la plante le temps de faire tout son cycle. Alors, on a parlé d'hybridation tout à l'heure avec les courges, les coloquintes et les courgettes qui peuvent s'hybrider. Donc, s'hybrider, ça veut bien dire que si on met une coloquinte et une courge en même temps, comme c'est la même espèce, si elles fleurissent en même temps, il va y avoir un échange de pollen et les graines que vous allez avoir sur ces plantes vont être des graines qui viennent des deux plantes, des deux variétés différentes, donc de coloquintes et de courgettes. Pour garder une variété telle qu'elle est, il faut isoler les variétés. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez une courge qui ne s'hybride pas, il faut 1 kilomètre entre les deux plantes. Ça, c'est le cas des plantes allogames. Donc, les plantes allogames, c'est le cas de la plupart des espèces. Ce sont des espèces pour lesquelles une plante, si elle veut se polliniser avec une autre, elle a besoin d'une autre plante. Elle ne peut pas se polliniser toute seule. Bon, c'est comme nous les humains. Moi je ne sais pas me reproduire toute seule. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'un homme en l'occurrence parce que je suis une femme pour faire des enfants. Je ne sais pas faire des enfants toute seule. Mais chez les plantes, il y a des plantes qui sont super fortes. Elles ont la capacité de faire des enfants toutes seules. Ce sont les autogames. Donc, dans les autogames, il y a les tomates, les laitues, les pois. Vous avez la liste ici, hein, la mâche, les aubergines et les haricots. Alors, l'autogamie, c'est quelque chose de tout à fait spécial dans la nature. C'est une adaptation de la plante à des conditions de culture spéciales. Ce n'est pas normal. La nature, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle adore la diversité génétique. Et donc, en général, toutes les espèces sont allogames. Mais voilà, certaines, elles se sont vraiment spécialisées dans l'autogamie. Et du coup, il y a différents degrés de spécialisation. Il y a des plantes qui sont très autogames, donc elles savent vraiment tranquillou se multiplier toutes seules. Et il y en a d'autres qui sont moins autogames et qui ont qui ont plus besoin des autres ou qui ont plus tendance à s'hybrider avec les autres, à se croiser avec les plantes qui sont à côté d'elles. Donc les aubergines et les haricots, par exemple, ont plus tendance à échanger du pollen avec les plantes voisines que les tomates et les laitues. C'est pour ça qu'il faut plus de distance entre deux variétés d'aubergines qu'entre deux variétés de tomates ou deux variétés de laitues. J'espère que vous comprenez, parce qu'en général, j'ai plein de questions qui me viennent en face et je vois vraiment si les gens me suivent ou pas. Et ici, je ne vous vois pas du tout, mais voilà, vous me poserez des questions. J'ai entendu une voix.
Oui, c'est Sarah. Je me permets d'intervenir parce qu'il y a une question qui est arrivée et je ne sais pas, tu me diras si ce n'est pas le moment. Mais il y avait aussi la question des plantes qui, en fait, se ressèment par elles-mêmes, plutôt dans les fleurs. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Et donc, du coup, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas rafraîchir, entre guillemets, pour ne pas avoir des plantes qui dégénèrent, même si elles se ressèment, quoi. Je ne sais pas si tu veux en parler maintenant ou si tu en parles plus tard. Oui, oui, on peut en parler. Donc, je pense qu'en général, les fleurs, quand elles se ressèment, en fait, les fleurs en général sont plus sauvages que les variétés de légumes. Donc, les variétés de légumes, une carotte, par exemple, elle a été vraiment très, très, très fort sélectionnée pour donner une bonne carotte orange ou rouge ou peu importe, une couleur spécifique, juteuse, avec un gros calibre, qui ne va pas monter en graines la première année, donc qui va rester bonne jusqu'à la récolte, etc. Donc, il y a un très gros effort de sélection qui a été fait par l'être humain sur la carotte pour avoir une carotte telle qu'elle est. Donc, elle n'est plus du tout naturelle, entre guillemets. Voilà, elle est vraiment différente de la carotte sauvage. On trouve des carottes sauvages, elles n'ont rien à voir avec les carottes cultivées. Mais les fleurs, en général, pas toutes, hein, mais en général, les fleurs ont été moins sélectionnées. Et donc, elles sont plus diversifiées, plus génétiquement diversifiées déjà à l'intérieur de leur génome, et donc il y a moins de dégénérescence. Et donc au niveau des fleurs, je ne m'inquiéterai pas trop, sauf si vous faites des fleurs vraiment spécifiques que vous trouvez, si vous êtes un grand spécialiste des fleurs et que vous allez trouver des fleurs spéciales quelque part qui ont une couleur spécifique, une taille spécifique et tout, alors là, il y a un gros effort de sélection qui a été fait. Et si vous voulez vraiment garder cette variété-là, oui, il vaut mieux diversifier, racheter de temps en temps un peu de fleurs. Mais si c'est juste pour décorer, parce que c'est des fleurs qui se ressèment dans votre jardin et que vous aimez ça, et que ça se fait naturellement sans grande spécialité dans une variété, ça me semble OK comme ça. Ça va, j'ai répondu plus ou moins à la question. Zara, tu penses? Je ne sais pas qui elle venait, mais... Je pense. Après, franchement, n'hésitez pas si ce n'est pas clair à le redire dans le chat et on revient dessus tout à l'heure, quoi. Nickel. Alors, 14h18. Bon, je ne sais plus à quelle heure on a commencé, mais on avance bien. Alors, la dia suivante, c'est quand récolter. C'est important de penser à quand récolter vos graines, parce que si on récolte trop tôt, elles n'ont pas eu le temps de maturer et d'être vraiment finies. Elles sont en plein développement. Elles peuvent être récoltées trop tôt, et si vous les récoltez trop tôt, elles ne vont pas germer ou elles ne vont pas garder un bon taux de germination. Et donc, il faut récolter soit quand la plante est très bien sèche, quand elle est bien desséchée et que les graines vont commencer à tomber toutes seules naturellement, soit quand c'est le cas d'un légume-fruit, quand le fruit est bien mûr, pour qu'il ait eu le temps de vraiment, que la plante ait eu le temps de tout envoyer dans le fruit et le fruit de bien nourrir sa graine, pour que la graine soit bien gonflée de nutriments, etc., pour pouvoir après germer super bien et pendant longtemps. Parce que vous pouvez conserver vos graines pendant longtemps. Et donc, du coup, si vous voulez les conserver longtemps sans que leur taux de germination ne tombe trop vite, il vaut mieux que le fruit ait été bien mûr, qu'elle ait été récoltée au bon moment. Alors souvent, au moment de récolter, donc les graines tombent d'elles-mêmes si ce ne sont pas des légumes-fruits, ou alors la plante est toute brune. Par exemple, sur des épinards, on a une tige qui va être bien brune, comme une plante fanée, avec des petites boules dessus qui vont être les graines, et elles ne vont pas se détacher. Dans le cas des épinards, elles ne vont pas se détacher toutes seules, elles vont rester quand même attachées un certain temps. Plutôt bien attachées, mais en tout cas, elles seront toutes brunes. La plante sera toute brune, elle aura l'air complètement morte. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez récolter. Bien sûr, il faut récolter avant qu'il commence à geler, à pleuvoir, à faire trop humide. Il vaut mieux récolter quand la plante est bien sèche pour conserver mieux les graines. Alors, de quel matériel est-ce que vous avez besoin pour produire vos semences? Pour la culture, simplement, il vous faut des tuteurs parce que les plantes, quand elles montent en fleurs et puis en graines, elles ont tendance à monter à 1,50 m et s'il pleut ou s'il y a du vent, etc., les plantes vont avoir tendance à tomber à terre.
Si elles tombent à terre, vos graines vont se développer sur le sol et elles risquent de même germer sur la plante et donc vous n'aurez pas l'occasion de les récolter. Donc, pour ça, simplement, il suffit de tutorer vos cultures. Et là, vous avez le cas de laitues qui sont super bien tutorées. Et ici, dans ce cas-ci, ce sont des piquets qui sont mis tous les 2-3 mètres avec des cordes qui encerclent la culture et qui empêchent les plants de tomber sur les côtés. Il y a des élastiques qui retiennent les cordes sur les tuteurs, mais vous pouvez aussi faire un tour autour du tuteur avec la corde pour bien maintenir les plantes. Alors, pour la récolte, l'idéal, c'est d'avoir des vieux draps de lit et vous couchez ces draps de lit le long des plantes tutorées. Et puis, vous couchez les plantes sur les draps de lit et vous coupez les plantes simplement. Comme ça, vous pouvez emmener vos plantes plus loin du potager et battre les semences. Alors, pour battre les semences, c'est quoi battre les semences? En fait, c'est frapper, frotter la plante, c'est retirer les graines de la plante pour vraiment récupérer les graines. Une fois que vous allez... la meilleure manière de battre les semences, moi, je trouve que ça marche super bien, c'est de s'essuyer les pieds avec des chaussures propres, de s'essuyer les pieds sur les plantes. Donc, c'est vraiment frotter, 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 frotter ses pieds sur la plante, là où il y a la graine. Et les graines vont se détacher, tomber sur les draps de lit et vous pouvez retirer les pailles et tous les gros résidus de plantes et n'avoir que les graines avec du coup plein de poussière et de petites crasses, de débris de feuilles, etc. avec les graines. Alors souvent, on me demande si c'est nécessaire de trier les graines après les avoir battues, de retirer ces poussières et ces débris de feuilles. Et ce n'est pas indispensable. Ça ira si vous ne triez pas vos semences. Mais si vous ne triez pas vos semences, vous n'allez peut-être pas bien identifier où est la graine et où est la crasse dans votre lot. Et donc, vous allez peut-être semer des poussières ou des petits débris et croire que ça va germer et attendre et être un peu déçu. Et donc, c'est quand même préférable de trier vos semences, de nettoyer vos semences, je trouve, pour que vous ayez bien la graine et rien que de la graine à semer. Et par ailleurs, si vous triez, elles vont beaucoup mieux se conserver dans le temps. Parce que si vous gardez des petits débris et tout, vous risquez d'avoir plus d'humidité, d'avoir des graines qui vont dépérir plus vite dans le temps. Alors, pour trier, nous, ce qu'on fait, vous avez vu les machines tout à l'heure de tri, mais on a aussi les tamis que vous voyez ici, qui sont super utiles. Comment est-ce qu'on les utilise? On met un tamis avec des grandes mailles, au-dessus d'un tamis avec des beaucoup plus petites mailles, et on met nos semences dessus. Alors, les graines, on s'arrange pour avoir des tailles de mailles précises qui font que les graines passent à travers les grosses mailles, mais pas à travers les petites mailles du tamis du dessous. Comme ça, on a une partie des débris qui restent coincés sur le tamis du haut et on a toutes nos graines qui passent sur le tamis du bas. Et puis, sur le tamis du bas, pour peu que nos semences soient bien sèches, on peut frotter, frotter, frotter. Et on a toutes les poussières et les petites crasses qui passent à travers les mailles, mais pas les graines. Et on se retrouve avec un lot plus ou moins propre, enfin pré-nettoyé en tout cas. Chez vous, vous n'avez peut-être pas de tamis, mais vous avez plein d'ustensiles de cuisine qui peuvent servir. C'est comme ça que je faisais au début quand j'avais mon potager, avec des passoires, enfin, voilà, tout ce que vous trouvez dans votre cuisine, qui a des trous plus grands, plus petits. Il y a moyen d'être créatif et on est toujours super content quand on a trouvé un outil, quelque chose qu'on recycle pour nettoyer ses semences, je trouve. Alors, on a souvent vu les Africaines vanner du riz, par exemple, ou les Asiatiques, ou ceux qui ont l'habitude de vanner leur riz ou leurs céréales. Eh bien, vous pouvez aussi vanner. C'est une manière de nettoyer vos semences. Donc, en gros, vous les lancez en l'air. Vous pouvez faire ça même avec un carton, hein. Vous lancez vos semences en l'air et vous récupérez les semences sur le carton, mais vous retirez un petit peu pour que les poussières tombent à terre. Je vous conseille de faire ça sur un radis pour ne pas laisser tomber toutes vos graines à terre, parce que ce n'est pas un geste hyper facile au départ. Et si vous ratez, ça tombe sur le radis, vous recommencez. C'est assez drôle comme mouvement, mais il faut un peu de temps pour l'acquérir. C'est méga efficace. Je trouve le mouvement le plus efficace pour nettoyer les semences, plus que les tamis.
Alors, pour conserver vos graines, il faut, après les avoir triées et récoltées en tout cas, les sécher très vite pour ne pas qu'elles moisissent, qu'elles dépérissent. Alors, comment les sécher? Il faut les aérer, donc il faut un courant d'air, mais il ne faut pas les chauffer. Parce que si vous les chauffez, vous risquez de dégrader le taux de germination très vite. Ce sont vraiment, les graines, elles sont vivantes. Et si elles ont trop chaud, ben, elles cuisent, quoi. Elles n'aiment pas du tout. Donc, si vous avez un ventilateur, par exemple, le fait de ventiler, c'est une bonne manière de faire. Une fois qu'elles sont sèches, vous pouvez les conserver. Et là, l'idéal pour conserver vos semences, c'est dans des conditions sèches, bien sûr, à l'obscurité. Donc, la lumière fait dépérir les semences. Et il faut qu'il fasse frais. Plus il y a de la chaleur, moins vos semences vont se conserver. Alors, il faut aussi une température stable. Si vous avez un shade jardin, par exemple, il va faire très chaud en été et très froid en hiver, et ça, ce n'est pas idéal. Donc, le mieux, c'est une pièce sèche dans la maison qui reste à température plutôt fraîche et constante. Dans les buanderies, par exemple, c'est un bon endroit. Attention aux souris et aux rongeurs, il vaut mieux les mettre dans des boîtes pour ne pas qu'elles puissent être mangées. Voilà. Et alors, vous pouvez, je ne sais pas si j'en parle pas après, vous pouvez toujours faire un test de germination vous-même, si vous voulez. Si vous avez des vieilles semences et que vous ne savez pas si elles vont germer ou pas, il suffit de prendre quelques graines, de les mettre dans les bonnes conditions, sur un petit drap, un essuie-tout ou quelque chose dans une boîte que vous mettez un peu humide, à la bonne température. Et vous allez compter ou regarder le nombre de graines qui va germer. S'il n'y a plus rien qui germe, ça ne sert à rien de garder ces semences-là. Vous pouvez les mettre au compost et espérer peut-être qu'il y ait quelque chose qui vienne, mais il y a beaucoup de chances que si ça ne germe pas en test de germination, ça ne germera pas dans la nature non plus, dans votre potager. Si ça germe super bien, vous pouvez y aller, c'est bon. Alors voilà un exemple, c'est les semences de tomates. C'est super facile parce que, comme on l'a vu un peu plus tôt, les tomates, elles sont autogames, donc elles s'auto-pollinisent toutes seules. Donc, vous avez peu de risques d'hybridation entre deux variétés de tomates. Donc voilà, pour ça, c'est facile. Et vous avez tous déjà vu les pépins dans les tomates. En gros, il suffit d'attendre que votre tomate soit mûre. Quand elle est mûre, vous l'ouvrez, vous retirez les pépins et vous avez vos graines. Donc, si vous achetez des graines de tomates, c'est hyper facile de ne plus devoir en racheter les années qui suivent. Il y a juste un petit conseil, c'est que je vous conseille de faire fermenter vos semences. Parce que comment vous faites? Vous récoltez comme sur la photo ici en bas à droite. Vous récoltez vos graines dans le jus et dans leur gélatine. Autour des graines de tomates, il y a de la gélatine. Et vous laissez fermenter 2-3 jours à température ambiante. Alors, pourquoi fermenter? Parce qu'en fait, la gélatine qui est autour des graines, elle empêche la graine de germer à l'intérieur du fruit. Si vous étiez une graine et que vous étiez au sein d'une tomate, vous seriez super bien pour germer. Il fait humide, il fait chaud, il y a tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas le moment de germer dans la tomate. Le mieux pour une graine, c'est de germer dans le sol. Et donc, la tomate a développé cette gélatine qui l'empêche de germer au sein du fruit. Donc, si vous voulez avoir des graines qui vont germer au bon moment quand vous allez semer, eh bien, l'idéal, c'est d'avoir fermenté cette gélatine pour s'en débarrasser et que votre graine germe tout de suite au bon moment. Dans la nature, ça se fait tout seul. La tomate tombe quand elle est trop mûre. Elle fermente sur le sol, elle moisit. Et puis, au bon moment, les graines vont germer. Donc, en fait, faire fermenter vos semences, c'est imiter la nature. Voilà, j'en ai fini avec mes présentations. Donc, je suis là pour vos questions. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces informations. Je vais laisser Sarah, qui a sûrement noté quelques questions, les présenter à Fanny. Alors, il n'y avait pas beaucoup de questions. Je pense qu'on t'a tous écouté super religieusement, Fanny. Mais il y a quand même quelques questions que j'ai notées. N'hésitez pas, si vous en avez qui reviennent. Je vois que ça commence, du coup. Je
je vais essayer de ne pas les rater. Fanny, la première question, c'était, ça paraît un peu comique, mais du coup, en fait, un semencier, il récolte pas les légumes pour les manger, quoi. Qu'est-ce que vous faites des légumes, en gros? C'était ça qui était demandé. Parce qu'ils font quand même tout un cycle et est-ce qu'on peut les manger une fois qu'ils sont montés en graines ou pas? C'est une bonne question. Non, en général, bon, il y a plusieurs cas de figure. Quand ce sont des légumes pour lesquels on fait une sélection, alors on peut manger les légumes les plus moches. Donc, ce qu'on fait, si on fait de la carotte, par exemple, c'est qu'on va absolument sélectionner les plus belles carottes pour les multiplier. Si on multiplie une carotte fourchue, on a des grandes chances d'avoir une carotte fourchue à la génération suivante. Et donc, on peut manger tous les légumes les plus moches, entre guillemets. Ce qui veut dire que, bon, pour cycle en terre, si on fait de la carotte, on va peut-être avoir 1500 carottes en culture. On va peut-être en garder 500, donc on va avoir 1000 carottes en automne. Et en gros, ce qu'on fait en général, c'est qu'on se les partage entre les employés de la coopérative ou on en donne aux voisins. Mais on ne les commercialise pas parce que bon, c'est juste ponctuel quand on a des carottes et c'est les plus moches. Quand c'est des courges, c'est un gros dilemme qu'on a chez nous, c'est que tout d'un coup, on a plein de chair de courge, on a des tonnes de chair de courge et qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc, ce qu'on a fait les autres années, c'est qu'on les jetait parce que c'est très compliqué de faire des conserves et d'avoir un produit rentable et de les extraire dans une cuisine aux normes AFSCA, etc. Donc, on n'est pas encore bien avec ça. On n'est pas très content de devoir jeter ces courges. Mais voilà. Et alors, on a fait du jus de tomate cette année pour la première année qu'on a commercialisé. Donc, pour les tomates, on est arrivé, mais c'est vraiment un produit spécial par rapport aux courges. Et voilà. Merci Fanny. Alors, je vais passer aux questions qui suivent. Ça, on a déjà dit, du coup, c'était pour les fleurs. Ça aussi. Alors, il y a une question qui dit, pour des plantes haut de gamme, comme la tomate, ne peut-il pas y avoir pollinisation croisée par l'action des insectes butineurs? C'est une bonne question aussi. Alors, pour les tomates, par exemple, ça arrive, mais c'est rare. C'est pas fréquent. Alors, la fleur de la tomate, comment je vous explique ça? Alors, la tomate, dans les conditions naturelles, en Amérique du Sud, elle est pollinisée par les insectes principalement. Mais en Belgique, les fleurs ne se développent pas assez bien que pour que les insectes puissent efficacement polliniser beaucoup de fleurs. Ce qui se passe, c'est que la fleur de tomate, elle a des organes mâles et des organes femelles. L'organe femelle, il est au centre, on va dire que c'est ma tête. Les organes mâles, ils sont autour, tout autour. Et en Europe, les conditions climatiques ne sont pas assez bonnes que pour que l'organe femelle sorte des organes mâles, dépasse les organes mâles dans les conditions naturelles. Or, il faudrait que l'organe femelle dépasse les organes mâles pour que les insectes puissent venir dessus et prendre du pollen et polliniser vraiment l'organe femelle avec le pollen. Donc ça, c'est en Amérique du Sud, l'organe femelle va dépasser et sortir des étamines, les organes mâles. Là, en Belgique et dans nos climats, souvent, les organes mâles restent au-dessus et donc le pollen, il tombe sur l'organe femelle et c'est une autopollinisation, majoritairement. Maintenant, ça arrive que des pollinisateurs fassent des croisements. C'est normal, ça arrive quand même. S'il fait un peu plus chaud ou que certaines conditions, ou pour certaines variétés, alors il est possible que ça se passe avec l'organe femelle qui sorte et qu'il y ait des pollinisations croisées. Ok, merci Fanny. Eh bien, on reste dans la tomate. Il y a, du coup, comme tu as commencé l'explication concernant la récolte de leurs graines, il y a 2 questions qui s'en suivaient. Comment est-ce que tu fais sécher les graines? Est-ce que tu les mets sur des essuie-tout, par exemple? Et alors, est-ce que tu les rinces avant de les faire sécher? Alors, pour sécher les graines de tomates, nous, on ne les met pas sur des essuie-tout parce qu'évidemment, nous, on ne vend pas les essuie-tout avec les graines, mais il y a plein de personnes qui le font. Il n'y a aucun souci. Donc, vous pouvez même disposer vos graines de manière régulière sur des essuie-tout, faire sécher comme ça, et puis remettre l'essuie-tout en terre au moment où vous allez semer en entier.
Il y a des jardiniers qui font ça, qui m'ont déjà dit qu'ils faisaient ça. Moi, si je le faisais pour mon potager, je préférais le faire semer les faire sécher dans une assiette et puis détacher de l'assiette après et mettre dans un petit sachet, mais ce serait moi personnellement, tout est possible. Et donc, il y avait comment sécher les graines de tomates. Et l'autre question, j'ai déjà oublié. Est-ce que tu les nettoies avant de... Ah oui. Et alors, oui, je les nettoie. Une fois qu'elles ont fermenté, ce qu'on fait, j'ai un verre d'eau, ça tombe bien. Hop. On met les graines dans un récipient plus grand. On s'arrange pour ne pas avoir beaucoup de graines dans le récipient. Donc, par exemple, des graines juste dans le fond. On met de l'eau tout autour et on tourne. C'est dans un récipient où on peut tourner. Et puis alors, on penche un peu son récipient comme ça et on laisse décanter. Quand toutes les graines sont tombées au fond, il suffit de renverser le verre d'eau, je ne vais pas le faire, assez franchement, et les graines vont rester au fond. Et l'eau, avec toutes les petites crasses, les petits bouts de peau, tout ce que vous avez mis avec, qui flottent, vont partir. Vous faites ça 2 ou 3 fois et vous avez des graines toutes propres au fond de votre récipient. Ok. Du coup, on est toujours sur la tomate. Il y a quelqu'un qui demandait, pour être bien sûr par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que c'est risqué de mettre, par exemple, 6 variétés dans une serre de tomates? Ça dépend ce que vous voulez dire par risqué. Il n'y a aucun risque pour la santé, pour quoi que ce soit, parce que ce n'est pas comme pour les courges. Si vous avez des hybridations entre vos tomates, ça reste comestible. Et si vous n'avez que des bonnes variétés dans votre tunnel ou dans votre serre, le résultat ne peut être que bon, a priori. Donc, ce n'est pas risqué au sens du terme. Par contre, oui, vous pouvez toujours avoir des hybridations. C'est possible, mais c'est jamais grave. Et donc voilà, vous pouvez le faire et voir. Il y a quand même beaucoup de chances que vous récoltiez la même variété. S'il y a une hybridation, vous ne pourrez que le constater et voir si vous avez créé une nouvelle variété extraordinaire ou si le résultat ne vous convainc pas, vous mangez la tomate et vous arrêtez de récolter des semences de cette tomate-là. Alors, il y a une question, est-ce qu'on peut manger une salade qui est montée en graines? Bof. C'est très bon, hein. C'est dégueulasse. En fait, quand la plante monte en graine, elle envoie toutes ces substances nutritives dans la graine et la plante se transforme complètement. En général, elle meurt, mais dans les étapes avant de mourir, elle va passer par plein de différents stades. Et dans la laitue qui est montée en graine, il y a une sorte de latex comme ça qui est très amer, qui n'est pas très bon. Il y a une exception, c'est la laitue asperge. C'est une variété de laitue qui a été sélectionnée en Chine pour ses tiges, que vous pouvez manger comme des asperges. Mais alors, il y a une sélection qui la rend moins amère. Ok. Juste pour être un peu au courant, il reste combien de temps normalement, plus ou moins? Parce qu'il y a quand même les questions qui continuent à affluer. Alors, il est 14h39, donc il reste une petite vingtaine de minutes sur le timing. Donc, Okay, je pense qu'on est bon. Ouais, bon. Alors, du coup, il y a des questions sur le thème de l'hybridation. Donc, ceux qui en auraient encore ou qui viennent au fur et à mesure, allez-y peut-être maintenant. Donc, concernant l'hybridation, quand on sème ou plante différentes variétés, doit-on d'office veiller à les distancier ou c'est juste pour pouvoir réutiliser les graines? C'est juste pour pouvoir réutiliser les graines. Donc, en fait, vous devez les distancier si vous voulez des graines. Et vous pouvez cultiver 2 variétés de carottes si vous n'en faites qu'une montée en graines. Donc, tant qu'il n'y a pas des fleurs des 2 variétés, il n'y a pas de pollinisation croisée, donc il n'y a aucun souci. Donc, vous pouvez avoir 2 variétés de carottes les unes à côté des autres, une pour manger, une pour récolter les semences qui va fleurir. Tant qu'il n'y en a qu'une qui fleurit, il n'y a pas de souci. Super. Dans un même jardin qui serait visiblement partagé entre plusieurs personnes, est-ce qu'il vaut mieux que tous les jardiniers utilisent des graines bio et des non bio et des F1 pour avoir de bons résultats? Donc, si je comprends bien, c'est est-ce qu'il faut une variété de types de semences? Dans un jardin où il y a plusieurs... donc, je répète, si j'ai bien compris, dans un jardin où il y a plusieurs jardiniers, est-ce qu'ils doivent tous utiliser des semences bio, par exemple?
Pas spécialement, parce qu'en fait, votre graine, elle va donner votre légume qui va rester en place. Donc, si votre voisin, il fait autre chose, sur sa parcelle à lui, il n'y a pas de souci. En résumé, il ne va pas y avoir des hybridations ou quoi, tant que vous restez dans les légumes. Si vous faites monter en graines et que votre voisin fait monter en graines, si vous ne voulez pas d'hybridation avec sa variété qui n'aurait pas été semée avec un légume bio, alors il faut s'arranger avec lui. Mais bon, ça devient un niveau assez précis de production, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais du coup, là, voilà, oui, c'est bon. C'est bon pour la personne. Ok. Alors, si on plante des bonnes graines, donc des bio par exemple, mais qu'un voisin plante des F1 de nouveau, est-ce que les semences des légumes vont dégénérer? Seulement si elles montent en fleurs toutes les deux et qu'il y a une pollinisation croisée. Donc, si je mets des carottes et que je veux les laisser aller en fleurs et que mon voisin fait des hybrides, des carottes hybrides, mais qu'elles ne montent pas en fleurs, il n'y a aucun souci. C'est vraiment quand il y a des fleurs des deux côtés que là, il y a du pollen qui vole et il y a des échanges génétiques. Alors, il y a quelqu'un qui réagit en disant oui, mais pour les courges, il y a toujours des fleurs. Oui, pour les courges, il y a toujours des fleurs. C'est une bonne question. Si le but est de manger la courge, il n'y a aucun souci. Si le but est de manger les graines de courge et que vous ne voulez pas d'un mélange avec les hybrides F1 des autres, alors il y a un souci, mais en général, on ne mange pas les graines de courge. On peut en manger un comme ça, mais ce n'est pas l'habitude. Donc, un exemple concret pour bien comprendre ça et pour bien illustrer ça, si je suis enceinte, donc disons que je suis enceinte parce que j'ai fait un bébé avec un homme. La génétique de l'homme va se retrouver dans mon bébé, mais pas dans mon corps. Donc moi, je ne suis pas impactée par la génétique de l'autre. Donc, si vous mangez la courge, c'est comme si vous mangez la maman. Il n'y a rien de l'hybride qui arrive. Voilà. Ok. Du coup, il y a quelqu'un qui dit que c'est quand même bon les graines de courge en apéro. Et du coup, je pose une question un peu égoïste. Moi, on m'a toujours dit que les graines de Lady Godiva, on peut les manger. Donc, j'imagine que c'est aussi quand il n'y a pas hybridation et qu'on est sûr, mais que c'est une bonne variété pour récolter les graines et les manger. Oui, je ferai gaffe avec les graines de Cucurbita pepo, donc de l'espèce d'écoloquinte. Ça, je ne sais pas, je ne mangerai pas trop les graines qui pourraient provenir d'une hybridation entre une coloquinte et une courge comestible. Okay. Mais tant qu'on est dans des Cucurbita maxima ou des Cucurbita moschata, il n'y a aucun risque. Ok, merci. Alors, il y a des questions sur la conservation des graines. Il y a quelqu'un qui demandait mais combien de temps on conserve des graines? C'est hyper variable d'une variété à l'autre, d'une espèce à l'autre. Alors, le panais, il se conserve en général 1 an. La tomate, elle peut se conserver jusqu'à 10 ans, la graine de tomate. Vous trouverez des infos variété par variété sur Internet ou bien dans notre catalogue. Dans notre catalogue, il y a un petit tableau qui liste les graines par durée de conservation, mais ce sont des durées théoriques. Ça dépend vraiment des conditions de conservation. Donc, il faut vraiment qu'il fasse frais, sec et obscur. Sinon, elles ne vont pas se conserver aussi longtemps. Et voilà. Mais sinon, oui, c'est vraiment variable d'une espèce à l'autre. Alors, je continue dans les questions. Combien de temps de germination pour les différentes graines? Donc ça, j'imagine que c'est ce à quoi tu viens de nous répondre. Mais la personne précisait, est-ce que mettre les graines au frais avant de les planter aiderait à la germination avant plantation? Alors, en fait, il y a 2 questions. Je ne sais pas si la question était vraiment posée ou pas, mais il y a des graines qui germent en 2-3 jours et il y en a qui ont besoin de 30 jours pour germer. Donc, il y a bien une durée avant que la graine ne germe. Nous, on l'indique sur nos sachets parce qu'on trouve ça une info importante à savoir. Par exemple, si vous semez du panais, ça prend vraiment du temps à germer et c'est normal si après une semaine, il n'est pas sorti. Ce n'est pas que c'est raté, c'est qu'il faut attendre encore un peu. Donc ça, effectivement, il y a des durées différentes avant que ça germe.
Et la deuxième question, c'est par rapport aux frais. Certaines plantes ont besoin de frais pour germer. C'est vraiment le cas des laitues. En fait, nous, quand on fait des tests de germination de laitue, on les met au frigo pendant une semaine. Donc, on met nos graines dans un récipient, on humidifie, on met au frigo pendant une semaine et puis on sort du frigo et on laisse à température ambiante. Et en fait, le froid lève la germination dans le cas des laitues. Mais ce n'est pas le cas pour les tomates, par exemple. Ça dépend vraiment d'une espèce à l'autre. Ok, merci Fanny. Je repasse le chat en question, mais je pense que c'est tout au niveau des questions. J'espère n'avoir oublié personne, je ne veux pas frustrer quelqu'un. Par contre, il y avait plutôt un partage, quelqu'un qui nous disait que mettre des sachets d'organza autour des fleurs pour empêcher l'hybridation dans le cas des tomates dans la serre. Oui, donc j'en ai pas parlé, mais parce que c'est rentrer plus dans les détails, mais effectivement, tout à fait, si vous voulez éviter des hybridations pour les tomates dans un même tunnel ou pour les courges, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez mettre des sachets autour de vos fleurs et vous êtes sûr comme ça qu'il n'y a pas d'hybridation avec une autre fleur. Pour les tomates, vous mettez juste le sachet, vous fermez et avec les vibrations du vent, de vos passages, etc., ça va s'auto-polliniser et vous êtes alors sûr effectivement d'avoir la même variété que celle que vous avez mise en culture. Pour ce qui est des courges, par exemple, vous pouvez faire la même chose, mais il faut mettre le sachet le soir avant que la fleur ne s'ouvre. Le matin, tôt, vous allez voir que la fleur s'est ouverte dans votre sachet et vous allez devoir aller chercher du pollen d'une autre fleur que vous aurez aussi, sur laquelle vous aurez aussi mis un sachet et fécondez vous-même manuellement la fleur de l'autre courge pour être sûr qu'il y ait un échange de pollen, sinon ça ne marche pas. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit je fais beaucoup germer des graines à la maison à consommer. Je les achète généralement, mais est-ce qu'il est possible de les faire soi-même, à savoir que je fais germer des graines de poireaux, radis, roquettes, par exemple? Oui, vous pouvez faire vos graines germer sans souci. Tout à fait. Tout à fait. Après, c'est pour les graines germées, en fait, quand on mange une grosse quantité de graines. Donc là, il faut être sûr de faire assez pour votre consommation. Mais c'est super gai de faire ça. C'est une belle expérience de faire vos graines germer vous-même. Et typiquement, les graines cyclantaires, du coup, ça convient pour ça, quoi. Ça convient pour ça. Alors, par contre, pourquoi est-ce que nous, on ne vend pas de graines germées? Parce que les graines germées, en général, sont produites dans des conditions où la main-d'œuvre est vraiment pas chère. Et donc, on peut produire des grosses quantités de graines germées avec des gens qui travaillent pour pas cher. Et nous, ici, si on faisait ça à notre niveau, ce ne serait pas du tout rentable. Mais vous, dans votre jardin, pour vous, vous pouvez tout à fait le faire. C'est une bonne idée, j'y ai jamais pensé. Ok. Alors, j'ai encore une question. Quels sont vos critères pour ajouter un certain type de graines à votre catalogue? Ça dépend. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on ajoute une variété. Soit c'est une variété originale. Donc, on a ajouté de la tomate ananas noire, qui est une variété qui a été sélectionnée par Pascou, qui habite pas loin d'Avlanges, en tout cas pour le moment, et qui a lui-même sélectionné cette variété. Et donc, du coup, voilà, on a ajouté la tomate ananas noire dans notre catalogue. Mais il y a mais la tomate ananas noire n'est pas très efficace. Elle a un bon goût, mais elle n'est pas très efficace pour les maraîchers, par exemple. Et donc, on a aussi d'autres variétés qui sont plus adaptées au maraîchage, avec des rendements plus intéressants ou une conservation plus intéressante. Donc, ça dépend vraiment d'une variété à l'autre. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si on peut semer plusieurs types de graines en même temps dans une ligne de semis. L'exemple type qu'on a déjà tous entendu, c'est carotte radis, par exemple. Est-ce que ça marche? Oui, bien sûr. Ça marche. Il faut juste être bien maîtrisé pour savoir quelle espèce on met en même temps. Carotte radis, ça marche bien parce que les radis vont germer très, très vite, vont vous montrer où est la ligne de carotte.
Et donc, vous pouvez récolter vos carottes qui vont germer après que vous ayez récolté vos radis. Enfin, ça ne va pas s'embêter l'une l'autre. Donc, il faut juste respecter quelques règles. Mais oui, ça marche. Du coup, moi, je rajoute une question à cette question. Oui. Quand je le fais, j'ai toujours l'impression de massacrer la moitié des carottes qui commencent déjà un peu à sortir. Alors, de toute façon, tu me diras qu'il faut essaimer à un moment, clairsemer plutôt, mais on n'a pas une grosse perte, entre guillemets. C'est clair que si vous arrachez vos radis, si tu arraches tes radis et qu'il y a des carottes juste à côté, que tu risques de les arracher, oui, je comprends que ça puisse se passer comme ça. En fait, moi, je ne l'ai pas fait souvent. Je crois que beaucoup de jardiniers le font, mais moi, quand on cultive, on fait des grandes lignes avec pas ces mélanges, justement. Donc, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre. Je suis sûre que quelqu'un dans les personnes qui sont là peut répondre, mais moi, je ne sais pas. Ok. Alors, quelqu'un qui me dit que l'année passée, il a semé des petits pois enrobés et qu'il n'a rien eu. Est-ce que c'est parce que les petits pois étaient enrobés? Non, c'est parce que les graines étaient trop vieilles ou qu'il faisait trop sec ou un truc de l'environnement. L'enrobage, là, alors l'enrobage, c'est quoi? Il y a deux raisons à l'enrobage. Soit on enrobe de manière naturelle avec de l'argile, par exemple, pour que ça passe bien dans les semoirs des maraîchers ou des professionnels qui vont semer avec un semoir spécial. Soit on enrobe pour mettre des pesticides ou des insecticides ou quelque chose comme ça autour de la graine. Et dans ce cas-là, c'est plus du tout bio, mais ça ne va pas du tout empêcher la graine de germer. C'est plus à mon avis que la graine était vieille ou que les conditions de l'environnement n'étaient pas bonnes. Il y a quelqu'un qui me redemande combien de temps on veut conserver les graines. Mais donc, du coup, c'est vraiment graines enrobées. Du coup, c'est vraiment dépendant d'une espèce à l'autre. Donc, le panais, 1 an, les choux, 4-5 ans, les tomates, presque 10 ans. Ouais, c'est vraiment différent d'une espèce à l'autre. Et donc, sur Internet ou dans notre catalogue PDF que vous trouvez sur le site, il y a les durées théoriques. Mais ça dépend vraiment des conditions de conservation. Ok. Alors, est-ce que tu travailles avec le calendrier lunaire et si oui, lequel? Non, on ne sait pas se le permettre parce qu'on a en fait une grande diversité de plantes et c'est hyper complexe de mener toutes les opérations de culture pour avoir des semences de toutes nos plantes. Donc, c'est déjà très complexe et on ne sait pas rajouter en plus le calendrier lunaire. Notamment, on ne sait pas semer quand il fait trop humide et donc il faut attendre que le sol soit vraiment idéal pour semer, par exemple. Et donc on ne le fait pas. Donc, je ne sais pas vous conseiller pour ça, mais je crois que c'est vraiment une technique très intéressante et j'y crois malgré tout. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si vous organisez des visites de la coopérative et ce, en fonction des conditions sanitaires, bien sûr. Hein, on doute bien que vous ne pouvez pas faire comme vous voulez pour le moment. Mais... Oui, en fait, on fait des portes ouvertes normalement chaque année, mais là, malheureusement, on n'en a pas fait l'année passée et on en fera cette année seulement si c'est possible. Si vous voulez être au courant, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter en m'envoyant un mail. Mon adresse, elle est sur le site ou en vous inscrivant sur le site web aussi, c'est possible. Et alors, on vous tient au courant de nos activités. Et dès qu'on en fera, on sera super content de vous recevoir. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions, Sarah? On peut peut-être encore en prendre une ou deux. Non, moi, je vois plus de questions. Je ne sais pas combien de temps... Ah oui, alors là, s'il y a de nouveau une question, évidemment. Est-ce que, du coup, vos stages sont à l'arrêt aussi? Oui, ils sont à l'arrêt. J'ai donné une formation dans une école il n'y a pas longtemps parce qu'ils ont demandé malgré tout. Voilà, si vous êtes intéressé, en fait, vous pouvez m'envoyer un email et je vous recontacte aussi dès qu'on réorganise quelque chose, avec plaisir. Alors, il y a une demande très précise, c'est est-ce que tu as des trucs et astuces pour faire lever les semences de basilic? Il faut du chaud pour le basilic. Et je veux bien répondre
plus précisément à la question, mais par mail, parce que j'ai une mine d'informations. Enfin, j'ai vraiment un livre qui reprend toutes les conditions de germination espèce par espèce, et je peux regarder s'il y a quelque chose de particulier en plus, parce que comme ça, de tête, je n'ai pas d'idée. Mais je sais qu'il y a une gélatine en fait autour des graines de basilic et qu'il y a peut-être une histoire de fermentation. Il faut que je vérifie. Est-ce que tu Mon peux adresse mail, elle est sur le site. Pardon? Pardon, est-ce que tu peux me redire ton adresse, que je la tape directement dans le chat maintenant? Oui, c'est Fanny, donc fa2ny, cycle-en-terre.be. Les tirets, c'est des traits d'union, donc c'est les tirets en haut. Ouais. Enter.be. Voilà. Donc, je viens de remettre l'adresse de Fanny dans le chat. Juste, il y a beaucoup de merci, Fanny, pour toutes les explications, pour ton temps de réponse aux questions. Merci à la ville, très intéressant, très enrichissant. Voilà, je ne les répète pas tous, mais il y en a plusieurs qui s'enchaînent. Merci. Et voilà. Merci à la ville. En tout cas, c'est vraiment une chouette initiative dans ces conditions sanitaires un peu compliquées. Bravo en tout cas. Merci beaucoup Fanny. On va juste prendre 2 petites minutes ici pour conclure cette conférence. Fanny, est-ce que je peux te demander d'enlever ton partage d'écran? Oui. Alors, juste pour sonder un petit peu, pour voir si tout va bien, Sarah va vous poser une petite question concernant votre météo intérieure. Oui, alors on l'a déjà dans le chat, hein, du coup c'est super chouette, mais on souhaitait quand même voir si vous vous sentiez bien, si vous étiez content et satisfait. Du coup, ça vaut vraiment la peine, c'est sympa, on a encore beaucoup à être connectés. Si vous allez dans le petit onglet affichage et que vous affichez le mode galerie, vous allez voir qu'il y a la tête de plein de personnes qui ont suivi la même conférence que vous. Et ce que je vous propose de faire, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci, c'est simplement de lever la main comme ça si vous allez bien, de faire un peu vaciller votre main si vous vous dites on n'a pas répondu à toutes les questions, je ne suis pas sûre de moi, machin. Et puis, malheureusement, si vous n'êtes pas très content de lever votre poing, comme ça, moi, je sais, enfin, nous, on sait plutôt quel est votre ressenti par rapport à la formation, à la conférence de Fanny. Du coup, voilà, je veux bien que vous recommenciez parce que j'ai vu plein d'agitation, mais ça va. A priori, ça va. Je regarde parce qu'il y a 3 pages. Il y a 3 pages de mouvement. Donc, c'est chouette. Voilà, on a des météos intérieures assez positives. Okay. Merci beaucoup, Fanny. Super, trop bien. Eh ben, merci beaucoup. On rappelle donc que si vous avez la moindre question, donc vous pouvez retourner vers Fanny. Sarah a mis son adresse mail dans le chat, ou vous revenez vers nous et nous, on transmet sans aucun problème. N'hésitez pas aussi, si vous avez des envies d'autres conférences, de nous transmettre vos idées. On est toujours super preneurs. C'est dans le chat, ça, déjà. Ah, d'accord. Ah ben, OK, donc l'enthousiasme est là, c'est chouette. Parfait. Donc la conférence sera remise en ligne dans les jours qui arrivent, nous sur notre page YouTube et sûrement sur le site de Cycle en Terre. Et alors pour les Marchois, on revient vers vous dans les jours qui arrivent par mail. Encore merci Fanny, merci beaucoup pour ton partage de connaissances et pour toutes ces bonnes infos. Et voilà, on vous souhaite une bonne après-midi, des bons semis, des bonnes plantations. Et voilà. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Fanny, si tu veux, tu peux rester une petite minute. Au revoir les compagnons. Il y en a plein. C'est trop mignon. Ah, je vois qu'il y a un Galaxy A5 qui lève sa main et justement cette personne, je ne sais pas qui c'est. C'est Claudine. Ah, Claudine, d'accord, ok. Je vais noter. Je ne sais pas si
Madame Perret, si c'est une main levée par accident ou si c'est parce qu'il y a une question. À mon avis, c'est une mauvaise utilisation du GSM. Pas de souci, mais du coup, je note qu'elle est là. Pas de souci. Voilà. Du coup. Il y a quelqu'un qui se fait coiffer, c'est vraiment génial. Il y a quelqu'un qui a envoyé un petit message dans le chat en disant je ne peux certainement plus vous entendre parce que maintenant c'est mon brushing, mais Sarah? Oui. Oui. Oui, Galaxy A5, c'est bien moi, Sarah, c'est bien Madame Perret. Oui, on a noté. Mais quand je me suis connectée avec mon smartphone, on ne m'a jamais demandé mon nom, on m'a juste demandé l'idée et le numéro, le code secret d'entrée, c'est tout.